que ce soit un étudiant qui le fait super. Alors, Adriano, tu lèves la main. Il s'agit d'une séance de questions-réponses ou d'un TP? Pardon, j'ai pas entendu la question. Excusez-moi, en fait, c'était juste pour savoir s'il s'agissait d'une séance de questions-réponses ou si c'était un TP, en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai annoncé lors du cours précédent. Donc, ce que je vous proposais, c'était de... Donc, le cours précédent, c'était une question-réponse sur la partie 1. Et donc, ce que je proposais, c'était aujourd'hui de parler du début de la partie 2 qui concerne les diagrammes de phase, en sachant que vous n'avez pas les mêmes bases. Et surtout, vous n'avez pas le cours de la partie chimie physique de Frédéric de Bast avant la partie sciences des matériaux. Donc, ce que je vous demandais, c'était de lire la partie du syllabus sur les diagrammes de phase pour aujourd'hui, et alors de regarder la vidéo que j'ai mise en ligne où j'ai fait les diagrammes enfin, live sur les diagrammes de phase avec les autres étudiants ingénieurs. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir parmi vous quels sont ceux qui ont suivi ces instructions. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ben, je ne sais pas comment l'information n'est pas bien passée. Le, Alors, le, le cours étant... en fait, c'est moi qui ai mal compris parce que j'ai cru comprendre que c'est un cours pour les architectes, donc c'est moi qui me suis trompé de salle. Donc en fait, ici, vraiment, mon but, c'est de faire un cours pour les architectes. Hein. Donc comme les architectes n'ont pas la partie chimie physique, donc ici, Ah, ok, d'accord. c'est un slot horaire. Normalement, moi, j'ai les étudiants ingénieurs non architectes. Souvent, c'est le mercredi 10-12. Et donc, on s'était mis d'accord avec votre délégué que vous étiez libre les jeudis 10-12. Oui, c'est bien ça. En fait, je suis en ingé civil, donc voilà, je m'excuse pour l'interruption et Ah, je vous ok, souhaite un bon cours. ça va. Ah bah, donc, on a perdu quelqu'un, mais qui n'était pas au bon endroit. Donc, par contre, donc, pour les ingénieurs architectes qui restent, donc il y en a 6 ici. Quelle est la situation? Vous avez eu l'occasion de regarder le syllabus et la vidéo enfin du cours où j'analyse en détail la lecture d'un diagramme de phase. Moi, oui, personnellement. N'hésitez pas, hein, que je sache un petit peu où j'en suis, qui, euh, à qui je m'adresse, ça ne sert à rien. Enfin, que je sache d'où je pars, quoi. Finalement, regarder le STM7 diagramme de j'ai pas regardé une question-réponse où vous expliquez un peu plus en détail. Voilà, c'est une question de temps. Et pour les... Non, mais il y a pas de problème. Et pour les 4 autres, n'hésitez pas à me donner l'état de votre situation. Moi, j'ai regardé aussi les vidéos. OK. Euh, Personnellement, j'ai pas encore. OK. Donc, en fait, c'est important, hein, les diagrammes de phase, parce que non seulement vous allez avoir ça à l'examen, ça c'est certain, et puis en plus, pour vous, je veux m'assurer que vous ayez bien compris, malgré le fait que vous n'avez pas eu le cours de chimie de Philippe Bogarts en première qui termine avec les diagrammes de phase, et puis euh, Frédéric Debas qui commence avec les diagrammes de phase, et puis moi qui reprends ça pour la troisième fois. Et donc, j'aimerais bien avec vous aujourd'hui m'assurer que vous avez compris comment lire un diagramme de phase simple. Et alors, si j'ai le temps, d'un petit peu vous montrer que thermodynamiquement, même si vous n'avez pas eu de cours comme ça de thermo, mais que ça ne tombe pas du ciel. Alors, je vais partager mon écran et vous expliquer un petit peu. Enfin, je vais déjà.
je pense que je vais prendre, non, c'est d'abord, je pense que je vais prendre mon iPad plutôt que le ça prend un peu de temps. Ok, maintenant ça devrait fonctionner. Donc ici, vous devriez voir mon iPad hurler si ce n'est pas, pas le cas. Vous avez différents... Enfin voilà, je vais prendre les slides du cours. Ouais, donc le but de pouvoir lire correctement un diagramme de phase en sciences des matériaux, c'est vraiment de pouvoir prédire ce que vous allez voir si vous observez un échantillon au microscope. Donc ici, vous voyez, vous avez un alliage fer-chrome dans lequel on a poli cet échantillon, on l'a attaqué, et le principe d'une attaque chimique, ça va être que ça va attaquer au défaut, et ici en particulier au joint de grains. Et donc on révèle une microstructure où vous avez voilà, une microstructure uniforme, où vous avez des grains, et on a l'air donc d'avoir, quand il y a une microstructure uniforme, on a l'air d'avoir une phase. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que si je prends un diagramme de phase fer-chrome et qu'on m'a donné la composition de mon alliage, est-ce que je peux m'attendre à une structure assez simple comme ça, où j'ai clairement une seule phase. Ou alors, voilà, ici je vous mets une microstructure d'acier qui sont développées pour l'automobile, où là, on a fait la même chose, on a poli l'échantillon, on l'a attaqué, et vous voyez clairement que là, ça a l'air beaucoup plus compliqué, hein, avec une phase qui a été plus attaquée, qui forme le fond, une phase qui est en fait un mélange de deux phases, vous voyez, qu'on a appelé perlite, qui est un mélange en fait de la première phase, la ferrite, et de carbure. Et puis il y a une phase qui n'a pas été du tout attaquée, qui, elle, on appelle la martensite. Et donc, voilà, si on vous donne le diagramme de phase fer-carbone, hein, ce qui règle ce diagramme qui permet d'étudier les aciers, et que vous voyez cette microstructure, est-ce que vous pouvez de là déduire que l'échantillon a été obtenu dans le cadre d'un processus de transformation à l'équilibre? C'est ce que prédit le diagramme de phase. Donc, le diagramme de phase vous permet de prédire ce que vous voyez à l'équilibre thermodynamique. Ou au contraire, si vous avez quelque chose qui ne correspond pas à ça, est-ce qu'on peut expliquer la formation de ces différentes phases sur base d'une histoire thermique qui est telle qu'on ne suit pas en continu le diagramme d'équilibre. Ok, alors, je ne sais pas d'entre vous qui a déjà entendu parler d'équilibre, d'énergie libre de Gibbs. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, non. Vous pouvez mettre un message dans le chat. Non, non, non. Ok.
Eh ben, donc, pour les autres, d'habitude, c'est un rappel. Mais vous, donc, je vais vous définir ce qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs. Donc, si pour une phase alpha, donc imaginons qu'on l'on parle d'une phase solide et d'une phase liquide. Donc, le G, donc l'énergie libre de Gibbs, G, c'est défini comme la combinaison de l'enthalpie moins T fois une autre fonction thermodynamique dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'entropie, S. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'entropie? Même dans la vie de tous les jours, hein, je veux dire, en parlant avec votre voisin et compagnie. Ouais. Je pense que l'année passée, on en avait eu en physique. Oui, ok. Donc, ce que vous avez sans doute retenu, c'est que l'entropie, c'est directement relié à l'état de désordre du système. D'accord? Donc, donc, si je parle par exemple de G liquide, de H liquide, de S liquide, ben, dans l'enthalpie ici, on va retrouver, en fait, c'est l'énergie de liaison. Donc, c'est les liaisons. Et l'entropie ici, ça va être le désordre. OK? Alors maintenant, si j'imagine que je fais une phase liquide, mais où je mélange deux types d'atomes, donc du fer et du cuivre, par exemple. Le fer et le cuivre vont avoir une certaine affinité l'un vers l'autre. Alors, s'ils ne s'aiment pas du tout, eh ben, en fait, on va avoir tendance à ce que les atomes de fer aillent de leur côté et les atomes de cuivre aillent plutôt de leur côté. Donc, quand je dis qu'ils ne s'aiment pas du tout, c'est parce qu'en fait, quand on va les mélanger, on va avoir ce qu'on appelle un delta H de mélange qui est positif, ce qui veut dire que, voilà, ils n'aiment pas se mélanger. D'un autre côté, vous voyez qu'il y a l'entropie, elle, mais au plus on mélange, au plus le désordre va être important. Okay, donc, on a d'un côté, on a de l'énergie dans les liaisons, et puis on a le désordre. Et un résultat super important en thermodynamique, c'est que quand on a un système qui évolue à pression constante, ce qui est le cas d'énormément enfin, quasiment la totalité des transformations en sciences des matériaux, on va regarder des transformations liquides vers le solide ou des transformations solides vers solide-solide, c'est que le système doit atteindre un G minimum. G minimum, ça, c'est l'équilibre. D'accord? Ça, c'est vraiment un élément fondamental. C'est que le système va toujours chercher à avoir un G minimum. Alors maintenant, regardez sur le transparent, sur la partie gauche de l'écran. Vous voyez, j'ai en fonction de la température, de deux phases, une phase alpha et une phase bêta. Et pour faire simple, disons que la phase bêta, c'est la phase liquide, et alpha, c'est la phase solide. Quand la phase bêta, c'est solidifié. Donc, G, c'est H moins TS. Alors, vous voyez que la phase bêta croise, voilà, l'énergie libre de la phase bêta croise l'énergie libre de la phase alpha à une température qu'on appelle T0. Donc, par exemple,
si bêta c'était le liquide et alpha le solide, ben, cette température T0, où les deux phases ont la même énergie libre, mais en fait définissent la température de fusion. Pourquoi? Parce que si vous regardez au-dessus, ah non, je suis ouais, c'est ça. Donc ça va définir la température de fusion, parce que si vous regardez au-dessus de T0, si je me mets au-dessus de T0, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon pointeur. Bon, je pense que je peux faire ça. Je comprends pas. Pardon, excusez-moi. Et donc si je me mets au-dessus de T0, vous voyez bien que l'énergie libre de la phase bêta, donc la phase liquide, est plus basse que la phase alpha. Donc ça veut dire que le système, au-dessus de T0, sera complètement liquide. Par contre, en dessous de T0, là, le système va passer à l'état solide, parce que la phase alpha solide est plus stable que la phase bêta. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, c'est vraiment super important que le système va toujours essayer d'avoir un G qui est minimum. Et donc, c'est aussi très important dans la suite du cours où je parle de transformation de phase, vous allez toujours avoir des notions de delta G qui va être vu comme une force motrice pour la transformation. Donc, le delta G, ça va être le G alpha moins le G bêta. Et donc, ça a deux composantes, un delta H et un T delta S. Alors, si vous aviez eu un cours de thermodynamique, on vous aurait appris que si on fait un mélange de deux phases, eh ben, on parlera de mélange idéal si le delta H est nul. Mais bon, voilà, c'est un détail. Maintenant, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que on va toujours, lors d'une transformation de phase, voilà, on prend ici le transparent suivant. Vous voyez que le G de bêta est plus élevé que le G de alpha. Donc, j'ai un delta G, une force motrice, et le système devrait aller de l'état initial vers l'état final. Et pour cela, comme on le voit, vous le verrez dans les cours suivants où on va parler de cinétique, il va devoir passer la barrière de potentiel, une barrière de potentiel. Si vous avez déjà regardé le cours sur la solidification, vous aurez vu que cette barrière de potentiel, elle vient essentiellement du fait qu'on doit créer une interface entre la phase solide et la phase liquide. Ok. Et donc, souvent, on oppose ces deux enfin, on oppose le fait que je connais l'état initial et je connais l'état final par la thermodynamique. Par contre, la thermodynamique ne nous dit pas à quelle vitesse on va y aller, en disant que la cinétique est complètement déconnectée de la thermodynamique. J'espère que vous serez convaincus que ce n'est pas le cas quand vous aurez regardé le cours sur la solidification, où en fait la barrière de potentiel delta G star, eh ben, elle est complètement définie sur base de elle a une description tout à fait thermodynamique. Et donc, en fait, thermodynamique et cinétique sont liés. Donc, moi, ce que je voulais regarder avec vous aujourd'hui, c'est la base des diagrammes d'équilibre et voir si vous avez bien compris les règles qui régissent la lecture d'un diagramme de phase. Je vais juste faire un petit sondage. Voilà, ça c'est le diagramme de phase le plus simple possible, qui est le diagramme de phase
où je mélange A et B. Ça m'embête de ne pas avoir je sais pas pourquoi ça fait ça. Ce que je vais faire, c'est vous partager les slides, même si je n'ai pas l'écran à côté. Ce sera plus simple, je pense. Ici, ça. Hop. Je reviens au diagramme de phase le plus simple. C'est ceci. Voilà. Alors, donc ici, on a le diagramme de phase le plus simple que l'on puisse imaginer, où on mélange les atomes de A et les atomes de B. Ce que vous voyez, c'est que A pur va ici fondre à la température TF, θF, parce que je vois ici, au-dessus, je suis dans un domaine, je lis ici, qui est liquide, et en dessous, je suis dans un domaine qui est solide. Donc, voilà, un corps pur a une température de fusion fixée. Elle est là. La phase, le B pur, lui, va fondre ici à θF. Et puis alors, quand je prends un mélange, un alliage, où j'ai un mélange de A et de B, ben vous voyez qu'ici, à haute température, tout le monde est liquide. À basse température, c'est complètement solide, en une seule phase. Donc j'ai une seule phase liquide, une seule phase solide. Okay, et puis alors, j'ai un domaine où j'ai coexistence de deux phases, la phase liquide et la phase solide. Okay, donc si je prends ici un alliage qui est de composition C0, vous voyez que sur ce qu'on appelle un diagramme de phase, vous avez tout un domaine ici où tout est liquide, tout un domaine où tout est solide. Et puis maintenant, si je regarde un alliage de composition C0 et que je suis sa solidification, donc en fait, tout ce que je vais faire, c'est me balader comme ça. Donc je vais descendre jusqu'à température ambiante. Et je vais regarder quelles sont les lignes de transformation que je croise. Donc je descends comme ça. Et vous voyez qu'à une température θL, je rentre dans un domaine où j'ai deux phases, une phase liquide et une phase solide. Okay, donc dès que je descends un petit peu ici, je vais avoir apparition d'une phase solide. J'avais 100% solide, 100% liquide, et puis hop, j'ai une phase solide qui apparaît. OK? Alors, maintenant, si je veux utiliser ce diagramme de phase entièrement, les questions qui se posent, c'est, oui, OK, je vais avoir tout un domaine ici où, quand je vais descendre la température, je vois que je vais être dans un mélange liquide plus solide. Et puis, hop, quand je vais arriver à θS ici, je ne vais plus qu'avoir une phase solide qui a la composition C0. Maintenant, tout l'intérêt ici du diagramme de phase, c'est voir comment on peut l'utiliser pour prévoir, pour prédire quelle va être la composition de la phase liquide, quelle va être la composition de la phase solide à tout moment, et quelles vont être les proportions de phase. Alors là, si vous utilisez donc les diagrammes de phase vraiment en disant, ben, il y a deux règles qui s'appliquent quand on est dans un domaine biphasé. C'est ce qu'on appelle parfois la règle de l'horizontale, ça c'est la première règle. Donc par exemple, si je mets à une température ici θi, quelles vont être les compositions
des phases, eh ben j'ai la composition moyenne de mon alliage, c'est C0. Pour avoir la composition des phases, on utilise la règle de l'horizontale. Je trace juste une horizontale passant par le point C0. Et cette horizontale va venir intercepter ce domaine, les limites du domaine à deux phases, en deux endroits. Une du côté de la phase solide. Okay, donc ça va en fait me donner la composition du solide. Et avec l'autre côté de l'horizontale, je vais lire la composition du liquide. Okay, donc, si je reviens au début de la solidification, j'arrive ici à la température θL. Ce que je vois, c'est que au début de la solidification, mon liquide a la composition de l'alliage C0. Par contre, le premier solide qui se forme a la composition θL. Et puis, au fur et à mesure que je descends, eh bien, le liquide va suivre cette courbe-ci en termes de composition, tandis que le solide va lui suivre cette courbe-là. Donc, à la fin de la solidification, le solide a la composition C0, tandis que le dernier liquide qui se solidifie a comme composition ClF. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? N'hésitez pas, je ne vois pas les mains levées. Je vais retourner dans le... Parce que comme je vais mettre ça comme ça. Je ne vois pas de mains levées. Tout a l'air bon alors. OK. Donc, continuons l'exercice. Donc, à ce stade-ci, vous savez que le liquide suit cette courbe-là, le solide suit cette courbe-là, et quand je dis cette courbe-là, pour votre culture générale, ça, c'est ce qu'on va appeler le liquidus, et ça, c'est ce qu'on va appeler le solidus. OK? Alors maintenant, la deuxième chose que l'on peut faire, c'est calculer les proportions de phase. Alors ça, c'est la deuxième règle de lecture dans un diagramme de phase, c'est que quand je suis dans une région biphasée, pour calculer les proportions de phase, j'utilise ce qu'on appelle la règle des segments inverses. Alors cette règle, elle tombe pas du ciel et elle va être démontrée dans un slide dans quelques minutes. Mais là, ici, je vous la donne juste comme une espèce de recette de cuisine, parce que vous ne devez pas redémontrer cette règle à chaque fois que vous utilisez un diagramme de phase. Vous devez vraiment l'utiliser comme, oui, c'est comme ça a été démontré une fois, c'est bon, je peux calculer les proportions de phase comme ça. Donc, je suis, par exemple, ici à la température θI, composition C0 de mon mélange. Je sais que j'ai deux phases, une phase liquide avec cette composition-là, et une phase solide avec cette composition-là. Comment est-ce que je calcule maintenant les proportions de phase? Proportions de phase solides. Donc on appelle ça la règle des bras de levier ou aussi la règle des segments inverses. Pourquoi règle des segments inverses? Et règle des leviers. Bon, règle des leviers, c'est parce que je vais en fait considérer ici le point C0 comme l'endroit où le levier va s'exercer. Et alors, j'ai ici un segment. Et quand je dis un segment total, et donc quand je dis règle des segments inverses, ben c'est que quand je vais calculer la proportion de phase solide, je vais prendre le segment qui part de la composition de l'alliage, le C0, hein, donc qui est un petit peu le point de levier, et je vais prendre le segment qui va vers la phase liquide. Hein, donc au numérateur, je vais faire CL moins C0. Et je vais diviser ça par l'intégralité
du segment dans le domaine biphasé. Donc, c'est Cl moins Cs. Okay, donc, pour avoir la proportion de phase solide, je pars de mon point de composition, qui est vraiment où je fais le levier. Je pars de C0, je vais vers la phase liquide, et je divise ça par l'intégralité du segment. Si je veux la phase liquide maintenant, ben là, si j'ai calculé la proportion de phase solide, ben évidemment la proportion de phase liquide c'est 100% moins la proportion de phase solide. Mais par contre, ben voilà, je peux calculer ça aussi en disant je prends le segment qui va de C0 vers la phase solide. Donc je vais faire C0 moins CS divisé par CL oui, moins CS. Okay, donc vous voyez que ici, si vous regardez la proportion de phase liquide, ben, vous allez avoir 100%. Quand vous êtes juste à ce point-là, parce que vous allez diviser, vous allez prendre ce segment-là qui va vers la phase solide, divisé par le même segment, vous arrivez à 100%. De même, quand vous êtes là, et bien là, vous avez 0% de phase liquide, par contre 100% de phase solide, parce que vous prenez ce segment-là divisé par le même segment. OK? Donc ça, c'est un petit peu la recette de cuisine. Je vois que l'âme lève la main, je t'en prie. Oui, c'était juste une petite question. Du coup, ça veut dire que ce qui est vraiment utile avec ces calculs de proportion, c'est qu'on peut vraiment regarder au milieu du domaine. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu faire ce même exercice pour le CL, pour la température, θS, du coup. Oui, tout à fait. On aurait pu faire le même exercice, donc, quoi. Si la composition de ton alliage au départ est Cl, ce que tu vas voir, c'est que, donc là, je descends ici, je commencerai à ce moment-là à solidifier à la température θI. Le premier solide qui se solidifierait aurait la composition CS. Toujours, quand j'abaisse la température, par exemple, quand j'arrive à θS ici, ben là, je suis toujours dans le domaine biphasé. La composition de mon solide serait C0 et la composition du liquide serait CLF. Et à tout moment, et là, je peux calculer les proportions de phase liquide et solide. Si je veux la proportion de phase solide, et ben donc là maintenant, mon levier, c'est plus C0, mais c'est CL. Et donc, pour avoir la proportion de phase solide, je vais prendre le segment qui va vers la phase liquide. Donc, je vais faire CLF moins CL divisé par CLF moins C0. OK? Et à tout moment, je peux toujours, avec la règle de l'horizontale, dire, ben, voilà, à la température θS, pour un alliage de composition Cl, ben, je sais aussi que la composition de la phase solide est C0 et de la phase liquide est CLF. C'est vraiment les deux grandes, règles à suivre quand on lit un diagramme de phase. Ici, vous voyez, c'est un diagramme très simple. On va complexifier un petit peu les choses. C'est un diagramme très simple parce que à température ambiante, vous n'avez qu'une seule phase, et à haute température, vous n'avez qu'une seule phase. Quand je dis qu'une seule phase, quelle que soit la composition, vous voyez que les atomes de A et de B, ils aiment bien être ensemble, et ils se mélangent en toute proportion. Et c'est la même chose à l'état liquide. Alors à l'état liquide, c'est très souvent le cas. Des démictions à l'état liquide, comme on dit, c'est très rare. Et donc, bien souvent, les atomes se mélangent très bien à l'état liquide. Par contre, à l'état solide, c'est beaucoup moins le cas. Et quelle est la raison pour ça? Donc, si vous reprenez l'énergie libre de Gibbs, vous avez un terme H et un terme S. Mais en fait, l'entropie, le désordre, au plus on mélange les atomes de A et de B, donc si vous regardez ça, on appelle ça parfois l'entropie configurationnelle. Vous dites que les atomes de A, c'est des boules vertes et les atomes de B sont des boules rouges. Ben,
le système, il mélange un maximum les boules de A et les boules de B. Ça fait augmenter l'entropie. Et comme G est égal à H moins TS, donc il y a un signe moins, eh ben, une forte entropie tend à diminuer, enfin c'est pas tend, elle diminue l'enthalpie libre du système. Par contre, si les atomes de A et de B n'aiment pas trop se mettre ensemble, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un terme là, H, qui va être défavorable. En termes de, les liaisons AB sont moins favorisées que les liaisons AA et les liaisons BB. Si ce terme-là commence à prendre de l'ampleur, on va avoir tendance à démisser et faire une phase riche en A et une phase riche en B à l'état solide. Et on va voir ça un peu plus tard. Okay, donc tout ce que je viens de vous raconter se retrouve dans les slides. Je ne suis juste pas revenu sur ce qu'on appelle la règle des phases, que j'imagine que vous n'avez pas vu non plus. Bon, je ne l'utilise pas très souvent, mais donc c'est une règle qui vous dit quel est le nombre de degrés de liberté que vous avez en fonction du nombre de composants que vous avez. Donc, par exemple, 2 si vous avez un mélange fer-carbone, et du nombre de phases que vous avez en présence. Et donc, la variance, si on prend un alliage binaire, n égale 2, et donc si vous n'avez qu'une seule phase, 2 moins 1, ça vaut 1, plus 1, ça vaut 2. Donc ça veut dire, si vous êtes dans un domaine où vous n'avez qu'une seule phase dans un alliage binaire, vous avez une variance de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Autant tout de suite l'illustrer sur le diagramme de phase ici. Et donc voilà, typiquement, quand je suis dans un domaine à une phase ici, j'ai une variance de 2, ça veut dire que j'ai 2 degrés de liberté, c'est-à-dire que si je change la composition, ici, je reste toujours à l'état liquide, et si je fais varier la température, je suis toujours à l'état liquide. Donc, composition et température sont complètement dissociés et indépendants. Maintenant, vous voyez, si j'arrive sur, ici, la limite de phase, où j'ai donc apparition de la phase solide, et bien là, en fait, ce que vous voyez, c'est que le domaine où j'ai coexistence de ces 2 phases, donc si par exemple je mets sur la limite de phase où j'ai apparition de la phase solide, et vous voyez que ça suit une courbe. C'est-à-dire que là, si je veux regarder l'endroit où j'ai début de la solidification, ben, la composition et température sont clairement liées. Okay, c'est la même chose si je me trouve ici. Ben, pour une composition donnée et des proportions données, c'est-à-dire que dans ce domaine ici, clairement, composition et température sont reliées. Quand je bouge la température, je bouge les compositions entre phases. Dans le domaine monophasé ici, je bouge comme ça la température de la composition, je reste à l'état liquide. Et ce qu'on va voir dans un diagramme un petit peu plus compliqué, c'est qu'on peut avoir un équilibre, non pas entre 2 phases, mais entre 3 phases, et à ce moment-là, la variance est nulle, et là, ce qu'on a, ce ne sont plus des lignes, mais on va avoir des points, qui sont ce qu'on va appeler des invariants. OK? Alors, donc, je vous explique comment lire le diagramme en long et en large ici, comme je viens de le faire avec vous. Et puis alors, vous avez ici la démonstration
de la règle des bras de levier ou des segments inverses, hein, qui est juste en fait un bilan de masse. Les deux équations que j'écris ici, c'est juste dire que la proportion de phase solide plus la proportion de phase liquide, à la fin, ça doit me donner 100%. Et puis après, j'ai un alliage qui a une composition C0. Mais donc évidemment, je dois retrouver mes C0 atomes de B, si je vais donc de 0% à 100% de B. Et donc là, je fais juste un bilan en disant, mais je sais bien que la composition de la phase solide, c'est, si je me mets ici, c'est CS, tandis que la composition de la phase liquide, c'est Cl. Là, je fais juste le bilan, comme ça, donc je retrouve mes atomes. Donc ça, c'est un bilan sur les atomes de B, en disant qu'à la fin, je dois avoir C0. Ici, ça c'est que la somme des phases fait 100%. Et donc là, ici, quand vous isolez, par exemple, la proportion de phase solide, vous voyez bien, vous arrivez à Cl moins C0. Donc ça, c'est votre levier, C0, et vous allez vers la phase liquide, et vous divisez par l'intégralité du segment Cl moins Cs. Okay, donc ça vient directement de l'application d'un bilan matière. Ok. Une question que vous pourrez me poser, c'est de dire, oui, ça c'est d'accord, je vois bien, pour la règle des segments inverses, je vois bien. Par contre, moi, je ne comprends pas comment on sait que je vais avoir comme composition, donc si je remets ici à θ i, que la composition de ma phase solide va être CS, tandis que la composition de la phase liquide va être Cl. Comment est-ce qu'on sait ça? Alors, on pourrait se dire, en fait, on mesure ça expérimentalement. Oui, d'accord, mais ça, c'est une mesure. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui dicte la composition de la phase liquide et la composition de la phase solide? Et donc, c'est là que la thermodynamique rentre vraiment en jeu. C'est que la composition ici, CS et Cl, sont définies par les conditions d'équilibre thermodynamique. Donc ici, on parle de transformation de phase liquide vers solide ou solide vers solide. Donc on travaille à pression constante. Et la condition pour être à l'équilibre, c'est d'avoir le G minimum du système. OK? Et dans un domaine à deux phases, ça va ça va s'écrire quand on dérive toutes les équations et on fait donc ce que Frédéric de Baste a fait lors du cours de chimie physique avec les autres étudiants ingénieurs. Ce que l'on montre, c'est que la phase, c'est que A et B doivent avoir la même énergie libre. En fait, pour être plus précis, A et B doivent avoir la même énergie libre molaire, et ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel chimique. Alors, avoir la même énergie libre molaire ou même potentiel chimique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ce domaine à deux phases, si je prends les atomes de A, le potentiel chimique de A doit être le même dans la phase solide et dans la phase liquide. Donc le potentiel chimique, qui est une variable thermodynamique, doit être le même dans la phase solide et dans la phase liquide. Le même pour B. B doit avoir le même potentiel chimique dans la phase solide et dans la phase liquide. Et ça, quand on connaît les courbes d'énergie libre de la phase solide et de la phase liquide, eh ben, on peut calculer quand le potentiel chimique
pour quelle composition des deux phases le potentiel chimique est le même pour A dans les deux phases et pour B dans les deux phases. Donc ça, je vais essayer, si j'ai un petit peu de temps, de vous montrer que ça ne tombe pas du ciel et qu'il y a une construction, une fois qu'on a les courbes d'énergie libre de Gibbs qui permettent de voir pour quelle composition on a le même potentiel chimique dans les deux phases. À ce stade-ci, je veux juste que vous ayez bien en tête que ces limites de phase ne tombent pas du ciel, c'est vraiment le fruit de l'équilibre thermodynamique qui vous dit que G doit être le minimum à tout moment, même quand j'ai deux phases. Les deux phases vont être mélangées de telle sorte à avoir le G minimum, et ça veut dire avoir le potentiel chimique le même dans les deux phases. Okay, donc ici, j'ai quelques trucs sur lesquels je reviendrai peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps. Mais je voudrais maintenant aller vers un diagramme de phase où on va continuer à utiliser les mêmes règles. Donc, c'est les règles de l'horizontale et les règles des segments inverses. On va continuer à les utiliser de la même façon. Par contre, il est un petit peu plus compliqué, ce diagramme de phase. Et en fait, celui que je vous ai montré tout à l'heure avec ce qu'on appelle miscibilité complète, dans le cas d'alliage, voilà, des alliages métalliques, les aciers, les alliages d'aluminium, avoir une seule phase à température ambiante dès qu'on mélange, donc si on ne prend pas du titane pur par exemple, mais on prend titane et aluminium, mais on va avoir à température ambiante, on peut avoir bien souvent deux phases. Donc vous voyez ici, ce que je vous disais, c'est qu'à haute température, c'est le diagramme plomb éteint. À haute température, je n'ai qu'une phase liquide. Et à basse température, là par contre, vous voyez qu'à part pour des compositions très faibles en étain, hein, donc ici, bon, je sais pas, on est peut-être de l'ordre de 2-3%, ben là, en dessous de 2%, je vais avoir une seule phase solide, alpha, qui est du plomb avec un petit peu d'étain. Mais dès que je mets plus que 2% d'étain, donc par exemple, si je suis ici à 40% en étain, vous voyez qu'à température ambiante, j'ai deux phases, une phase alpha et une phase bêta. Alors, avec ce que je vous ai expliqué jusque maintenant, à température ambiante, vous êtes capable de me dire quelles sont les phases en présence, quelles sont leurs compositions et quelles sont leurs proportions. Hein, comment est-ce qu'on fait ça? Vous voyez que, par exemple, ici, je vais mettre à 100 degrés. D'accord? Je mets ici à 100 degrés. Pour 40%, un alliage à 40%. Je suis clairement dans un domaine à deux phases, alpha plus bêta, c'est écrit dedans. Il est pris entre un domaine à une phase alpha et ici une phase bêta. Donc ici, j'ai un mélange de deux phases, alpha plus bêta. Je suis à 40%. Quelle est la composition de la phase alpha? Ça, je prends l'horizontale et je vais vers la phase alpha. Okay, donc elle sera de l'ordre, je ne sais pas si c'était 10%, ici ça fait, on va dire qu'on est à 5%. Hein, donc la phase alpha contient 5% de plomb. La phase alpha contient 5% d'étain. La phase bêta, elle, va avoir, elle, ici, composition en étain, on peut la considérer comme étant à 100% d'étain. Ok, donc vous avez maintenant deux phases, vous connaissez leur composition, très bien. Quelles sont maintenant les proportions de phases? Ben, là, vous dites, ben, c'est facile, je vais faire ce qu'on vient de voir, la règle des segments inverses. Et là, ben, je vais dire, ben, pour la proportion de phase alpha, je vais aller du côté bêta. Hein, donc, mon point de levier, c'est 40%. Donc, je vais faire ici, j'ai 100%.
moins 60, ça va me donner 40, et puis je vais diviser ça par 100 moins 5, donc on va voir 40 divisé par 95, je ne sais pas combien ça fait un peu plus que 40% de phase alpha. Et puis, le reste, vous pouvez faire la même chose pour la phase bêta. Ok, donc avec ce que je vous ai appris jusque maintenant, et en fait, c'est ce qu'ont appris à faire les autres étudiants ingénieurs avec Frédéric Debasse, c'est utiliser ces deux règles dans les domaines biphasés. Et donc, si je vous demande qu'est-ce que je verrais en dessous du microscope, vous me diriez, ben voilà, je vais avoir un mélange de phase alpha, on avait dit c'était 60. Ma calculatrice qui ne veut pas. Voilà. Donc on avait dit c'est 100 moins 40, 60, divisé par 95. C'est ça. Donc ça fait 63% de phase alpha. Et donc, en termes de la phase bêta, va être le reste. Donc, voilà, vous allez avoir une phase alpha légèrement majoritaire, enfin 2 tiers, 1 tiers. Si on va mesurer les compositions, par des techniques qui sont tout à fait disponibles en dessous d'un microscope électronique, vous allez avoir quelque chose qui est très riche en étain, 100% en étain, et là, plutôt faible en étain, mais riche en plomb. Et voilà, en sciences des matériaux, en fait, si on fait juste ça, on manque vraiment toute la richesse que l'on peut tirer de la lecture du diagramme de phase, ou plutôt que de se mettre, ben voilà, je me mets à température ambiante et je regarde ce que j'ai, je suis dans un domaine biphasé, et faire ce que je viens de faire. En fait, ce qui est beaucoup plus riche, c'est de suivre le chemin thermique et voir toutes les limites de phase que va venir toucher mon alliage en cours de solidification, en cours de refroidissement. Ok, et donc là ici vraiment ce que je veux vous faire, ce que je veux vous montrer, et c'est fait intégralement aussi dans la vidéo que j'ai faite avec les étudiants architectes, mais à part que j'ai passé beaucoup moins de temps sur la règle des segments inverses et compagnie. Donc maintenant, voilà, imaginons que je prenne une composition qui passe par... on va prendre une composition qui passe par ce point bien particulier, où on a en fait, vous voyez, j'ai une phase liquide, j'arrive au point E, et là, je passe dans une situation où j'ai deux phases solides. Donc j'ai en fait au point E un équilibre entre une phase liquide et deux phases solides. Alors que je suis dans un domaine, dans un alliage avec deux éléments d'alliage, je suis dans un alliage binaire. Donc si vous reprenez la règle des phases de Gibbs, ben là, vous avez une variance qui vaut 0. C'est-à-dire que cet équilibre liquide avec deux phases alpha plus bêta, ça se fait à une température et à une composition fixée. Donc la température, c'est 183 degrés, et la composition, c'est 62% en étain. Donc ce point particulier, où on a équilibre entre liquide et deux phases solides, on appelle ça un point eutectique. C'est un eutectique, et ça s'écrit ici, eutectique. Alors on peut aussi, plutôt que d'avoir une phase liquide qui donne deux phases solides, ben c'est une réaction entre, une phase déjà solide qui donne deux phases solides, et à ce moment-là on appelle ça un eutectoïde. Retenez eutectique et eutectoïde. Ici, ça c'est un exemple très particulier, mais on verra pas ça dans le cadre de ce cours. Okay, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder
la solidification d'un alliage qui aurait là comme composition 62% en étain. Bon, voilà, je pars d'ici, je suis à l'état liquide, toujours à l'état liquide, paf, j'arrive là, sur ce point-là, juste au-dessus, donc à 183 degrés plus epsilon, j'ai une phase liquide. Par contre, dès que je passe en dessous, 183 moins epsilon, là, je suis dans le domaine à deux phases, la phase alpha et la phase bêta. Dans ce domaine à deux phases, je peux calculer les proportions de phase et les compositions. Composition, je prends juste l'horizontale, et si je veux la composition de la phase alpha, je vais vers la phase alpha, et je sais que la phase alpha va avoir une composition 18% en étain. La phase bêta, je prends l'horizontale, 97% et demi en étain. Comment est-ce que je calcule les proportions de phase de alpha et de bêta à 183 moins epsilon, avec des segments inverses? Si je prends la phase bêta, ça va être, je vais vers la phase, donc mon point de levier c'est 62, et puis je vais vers la phase alpha, donc je fais 62 moins 18 divisé par 97,5 moins 18. Vous obtenez comme ça 55%. Vous faites la même chose pour la phase alpha, vous obtenez 45%. Okay, donc, vous savez ce que vous avez à température de 183 degrés moins epsilon. Donc 183, ceci on appelle ça souvent le palier eutectique. Donc je suis ici à la température eutectique, et cette ligne c'est le palier eutectique. Voilà, j'ai complètement décrit mon système. Et alors en fait ce qu'il y a, c'est comme vous voyez que vous passez par un point eutectique, eh ben, lorsqu'on a une transformation eutectique, d'habitude, on a une morphologie qui est tout à fait particulière. Dans la grande majorité des cas, on a une morphologie qui est lamellaire. Donc ça, c'est ce qu'on voit en dessous du microscope. C'est une microstructure très lamellaire. Vous avez deux phases, une phase claire et une phase noire. En fait, la phase noire, c'est la phase alpha, et la phase claire, c'est la phase bêta. Donc, quand on voit une microstructure très lamellaire comme ça, bien souvent, on peut se dire, ah, ben, ça provient certainement d'une transformation eutectique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais continuer à descendre la température? Vous voyez qu'en permanence, la composition de la phase alpha va faire ça, et la composition de la phase bêta va faire ça. Donc vous allez avoir changement de composition de la phase alpha et de la phase bêta, et puis en plus, leurs proportions de phase vont changer. Donc à température ambiante, si je veux calculer la proportion de phase de la phase alpha, donc si je suis ici à 62, je fais, ici je suis à 100% maintenant, donc je fais 100 moins 62, alors que je faisais 97,5 moins 62 quand j'étais ici, donc maintenant ici je suis à 100 moins 62, divisé par 100 moins, par exemple 3 ici, donc qui serait plutôt que 18, on est à 3. Donc, vous pouvez recalculer comme ça les proportions de alpha et de bêta. Et ben, juste à l'œil, vous voyez bien que la proportion de phase alpha va diminuer par rapport à ce qu'elle était là, parce que ben, j'ai ce segment-ci qui augmente un petit peu, mais par contre, le segment total, il augmente beaucoup plus, et donc je vais faire quand je vais faire le ratio de 2, je vais avoir un nombre qui va être plus faible que 45%. Ok, mais donc voilà, à température ambiante, vous attendez à avoir un eutectique, un truc lamellaire, avec les deux phases, et vous pouvez prédire les proportions de phase
et leur composition. Voilà, tout ce que vous avez appris ici, c'est que comme vous voyez que vous passez par un eutectique, vous devez vous attendre à avoir une morphologie d'un mélange entre deux phases, qui est donc l'eutectique, qui a toujours une morphologie particulière et très souvent lamellaire. OK? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous voulez peut-être faire une petite pause? Oui ou non? Je ne vois pas le chat. Enfin, pour le moment, j'ai encore tout est clair, mais je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, s'il vous plaît. OK. Parce que moi, je suis chaud, je peux continuer. Donc, on va faire une petite pause. Je propose qu'on coupe l'enregistrement et qu'on le redémarre. On va faire une petite pause On revient à 11h15, hein, de 10 minutes. Donc, que la personne qui a lancé l'enregistrement le coupe.